Bonjour à toutes et tous. Chers Aimers, je vous remercie de répondre présent à chaque fois et d'animer le débat avec curiosité et enthousiasme. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Cécilia Berder, championne du monde d'escrime. Son expérience à travers le sport lui a permis de développer de nombreuses astuces pour viser bien-être et performance. C'est ce que nous cherchons aussi. La gestion des émotions, la fixation d'objectifs, l'amélioration des relations avec les collègues, la résilience, l'optimisation du sommeil et de l'alimentation. De nombreux sujets qui seront évoqués au cours de cette rencontre. Mais avant, permettez-moi de partager quelques informations concernant le parcours de Cécilia. Vous êtes une sabreuse française de renom. Vous commencez l'escrime très tôt, à l'âge de 7 ans. Passionnée, vous poursuivez votre entraînement dans un club en Bretagne. Bonjour à nos amis bretons. Il y en a forcément. Seule fille, vous étiez motivée à dépasser vos limites. Vous avez appris à manier le fleuron avec hargne. Actuellement, vous pratiquez le sabre au sein du club d'Orléans et faites partie de l'équipe de France d'escrime. En 2008, vous vous êtes imposée seule en obtenant l'or au championnat de France. Un an après, vous décrochez la médaille d'argent par équipe au championnat du monde. Vous enchaînez ensuite les victoires. Championne de France à 5 reprises, 4 fois médaillée d'argent au championnat d'Europe, vous atteignez le Graal et devenez championne du monde en 2018. Félicitations Cécilia, c'est magique. Parallèlement à votre carrière sportive de haut niveau, vous êtes journaliste pour France Info. Donc je donne sans plus tarder la parole à Cécilia, que je remercie de nouveau chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui. Cécilia, c'est à vous. Merci beaucoup pour ces mots, ça me rappelle des bons souvenirs en plus, donc ça fait du bien. Je suis très contente d'être avec vous, j'espère que tout le monde en entend bien. Je suis très contente d'être avec vous parce que ça me fait une bulle d'air moi aussi, de pouvoir être avec vous, de changer un peu, de changer d'air tout simplement, parce que si je fais juste un petit point sur nous, notre situation en tant que sportif, nos compétitions se sont arrêtées en mars et depuis, on continue à s'entraîner mais sans compétition. Donc, vous pouvez un peu imaginer que c'est facile de trouver la motivation, mais il faut quand même réussir à changer d'air de temps en temps et ça fait beaucoup de bien d'être parmi vous. J'ai une petite question de à vous poser déjà à tous. Vous pouvez répondre, je crois que sur Zoom, c'est plutôt bien fait. J'aimerais savoir s'il y a déjà qui ont déjà fait de l'escrime. Normalement, il y a un pouce levé où vous pouvez réagir. Je vois qu'il y a des pouces levés, je sais qu'il y aura des escrimeurs. Ah, j'ai déjà des escrimeurs, j'ai déjà des oui dans converser. Je regarde en même temps. Il y a quelques pouces qui se lèvent. Rapidement, je vais quand même expliquer ce que c'est l'escrime. Parce que l'escrime, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent à la télé. On en voit un peu pendant les jeux, mais on n'en voit pas tout au long de l'année. L'escrime, c'est assez simple, c'est 3 armes. Donc, chacun va vraiment choisir son arme en fonction de ses qualités physiques, ses qualités mentales. Et c'est là où vous allez vraiment savoir, vous, si vous faites de l'escrime, ce que vous êtes. Si je vais prendre l'épée, est-ce que vous connaissez des épéistes assez connus? Vous pouvez voir dans le chat, on va voir s'il y en a qui connaissent des épéistes. Je vous laisse 10 secondes. Elle a été ministre des Sports il n'y a pas très longtemps. C'est la plus grande escrimeuse mondiale. Qui aura Laura Flessel. Oui, bonne réponse. Bravo, Madame Flessel, tout à fait. Donc Laura Flessel a fait de l'épée. Alors moi, je fais du sabre. Donc l'épée, c'est l'arme la plus simple à comprendre. Vous pouvez toucher de la tête aux pieds. C'est des gens qui sont très patients, qui sont très endurants, parce que c'est comme un jeu d'échecs. C'est-à-dire que oui, c'est facile, on peut toucher partout, mais on peut toucher partout. Donc, c'est vraiment des gens qui sont malins, qui sont patients, qui sont endurants. Clairement, c'est pas moi. C'était clairement pas moi. Donc, du coup, moi, je me suis tournée vers le sabre. Et l'arme un peu intermédiaire, c'est le fleuret. Plus difficile de connaître des champions fleurettistes. Est-ce que vous en connaissez? Il y en a qui a été champion olympique à Athènes, qui était blond, qui était très grand. Ça, faut vraiment être un peu plus calé dans l'escrime pour. Ou il y en a un qui a été champion à Brice-Guyard. Oh là là, mais tout le monde les connaît, la fratrie Guyard. Voilà, c'est des experts dans votre entreprise. Exactement, Brice-Guyard, un grand champion. Plus récemment, Enzo Lefort aussi, qui a été champion du monde. Alors, le fleuret, si vous faites du fleuret, c'est que vous êtes quelqu'un de très précis, de très minutieux, qui est aussi fort en endurance qu'en sprint. Vous êtes quelqu'un qui va faire, par exemple sur un athlétisme, quelqu'un qui va faire du 400 mètres, c'est-à-dire que vous êtes aussi bien explosif, aussi bien endurant. C'est précis parce que vous avez le droit de toucher simplement le buste, donc juste le ventre, la poitrine et le dos. Il faut être beaucoup plus précis. Et moi, ce que je fais, c'est donc du sabre. Et là, j'en viens donc à mon arme référence, à vraiment ce que je préfère. Le sabre, est-ce que vous connaissez des sabres connus?
On va voir. C'est souvent une école tarbaise, ça vient plutôt du sud-ouest. Il y a des frères qui étaient assez connus. Mais voilà, après les savoirs, c'est… Jean-François Lamour? Ah oui, super, qui a été aussi ministre. Bravo, bravo. Les frères Touillat, bah voilà, Jean Hérisson, parfait. Christian Bauer, en fait, soit vous avez bien révisé, soit vous… Impressionnant. Alors, le sabre, c'est réputé pour être l'arme des cavaliers, l'arme un peu plus bourrine. On a une réputation d'être un peu plus en force parce que c'est l'arme des cavaliers, on a le droit de toucher au-dessus de la ceinture. Parce qu'en fait, il faut imaginer, on était à dos de cheval. Et évidemment, on n'a pas le droit de toucher l'animal pour ne pas l'abîmer. Donc, on a le droit de le toucher au-dessus de la ceinture. On a le droit de toucher avec le tranchant et la pointe. D'où cette réputation un peu de sport un peu plus bourrin parce que les gestes sont plus amples. Clairement, si vous choisissez de faire du sabre, si vous trouvez un peu votre affect là-dedans, c'est des gens qui sont très rapides, qui ont une tendance un peu impatiente, très bagarreur. Donc voilà, donc ça c'était clairement plus moi, ça me correspondait davantage. Mais voilà, c'est juste un petit focus pour que vous saisissiez un peu à quel point, quand on choisit l'escrime, quand on choisit son arme, et ben, suivant sa personnalité, c'est pas forcément la même chose sur laquelle on va se tourner. N'hésitez surtout pas, je me permets aussi de rajouter ça, de me couper, parce que là, je n'ai pas l'habitude de faire ça en conférence, donc n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, il y aura des questions après, coupez-moi la parole, il y aura vraiment pas de problème. À côté de ça, donc, je suis journaliste aussi, et je fais des parallèles en fait entre le sport de haut niveau et le monde en entreprise. Je considère qu'on est tous des sportifs de haut niveau, sans vraiment vouloir dire que le sportif est au-dessus du lot, vraiment pas, mais c'est simplement que nous, on a la chance d'avoir des échéances en temps normal, quasiment tous les week-ends. On reçoit des coups avec nos collègues de travail, des vrais coups, alors que vous, c'est des coups qui sont des fois plus différents, mais nous, on reçoit des vrais coups physiques et on apprend à les gérer. On apprend à gérer le stress, on apprend à gérer pas mal de choses. Et justement, sur ces chroniques à France Info, j'avais l'occasion de pouvoir en parler, de faire des parallèles au quotidien. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que j'aimerais bien vous parler. Le premier, c'est quelque chose qui a vraiment mené ma carrière tout au long de mon enfance et même de mon adolescence et qu'aujourd'hui, je viens d'avoir 30 ans, d'aujourd'hui de ma vie d'adulte. De mes 15 à mes 23 ans, j'avais souvent mes proches qui me disaient « mais détends-toi, lâche prise, relâche ». Et j'avais du mal à comprendre « lâche prise ». Je ne sais pas si vous voyez un peu des fois des collègues qui vous ont déjà dit ça, mais relax un peu, mais lâche prise. Mais non, je suis à fond, quoi. Je m'entraîne, je travaille. Et qu'est-ce que ça veut dire lâche prise? Et là, ça peut être si, par exemple, j'ai un verre d'eau et que mon objectif, c'est que le verre d'eau arrête de trembler, de faire en sorte que l'eau soit stagnante. J'aurais beau le tenir et me concentrer, l'eau bougera toujours. Pour lâcher prise, faut apprendre à poser le verre. Et c'est compliqué. Et je l'entends, c'est compliqué. Et pourtant, c'est en posant ce verre que moi, j'ai passé des caps, mais incroyables. Incroyables. Parce que j'ai pris conscience que je savais faire des choses et que ça ne sert à rien de toujours se buter la tête, de se taper, y aller en force, que des fois, avec de la malice, de l'intelligence, on peut aller très loin. Et la chose qui, moi, m'a changé la vie, et ça va être vraiment le point principal que j'ai envie de parler avec vous, parce qu'on ne nous l'apprend pas. On ne nous l'apprend pas à l'école, on ne nous l'apprend pas en entreprise, on ne nous l'apprend pas avec nos proches. Ce qui a changé ma vie, c'est le jour où j'ai appris à respirer. Et j'ai appris à respirer quand j'ai eu 25 ans. Donc ça a mis du temps. Je me suis dit, c'est de 0 à 25, j'ai mis du temps à apprendre à respirer. La respiration, c'est au cœur de tout. C'est la seule chose qui vous repositionne dans l'instant présent. Et j'ai peur quand je parle de ça parce que c'est toujours des grands mots, on entend toujours du mindfulness, du body scan, on entend toujours des grands mots qui, c'est pas pour moi là. Non, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la respiration. Parce que notre cerveau, il est d'une puissance incroyable. On gère tous des milliards de choses. On parle tous, on en reçoit je ne sais pas combien de mails. On nous demande toujours des informations. Moi, quand je suis en escrime, quand j'arrive en chambre d'appel, par exemple, une chambre d'appel, il faut imaginer, c'est une pièce de 15 mètres carrés où vous vous retrouvez à côté de votre adversaire. À côté de votre adversaire, vous allez rentrer sur une piste 5 minutes après. Donc, sur une piste, un match en 15 touches, on va vraiment se taper dessus et ça va être assez intense. Quand on arrive en chambre d'appel, la pression monte. On est à les quelques minutes de rentrer sur la piste, d'avoir l'arbitre, d'avoir l'entraîneur, d'essayer de passer le tour suivant. La pression monte. On regarde son adversaire et il y a forcément, vous savez, notre cerveau, il est assez magique. Il va toujours nous apporter des croyances, des superstitions. Oh non mais regarde, elle a l'air bien échauffée. Oh non, elle connaît mon astuce. Oh non mais la semaine dernière, je l'ai rencontrée. Elle a le champion du monde pour s'inventer des histoires. Mais
C'est pareil dans la vie de tous les jours. Avant d'être dans une réunion, on va entendre notre collègue « Ah, mais peut-être que lui, il a pensé ça de moi » ou peut-être que champion du monde. Champion du monde. Et c'est humain. C'est un instinct de survie. Tout le temps, notre cerveau, il pense plus vite que nous. Et bien, la seule chose aujourd'hui que j'ai trouvée pour calmer toutes ces pensées qui sont normales, qui arriveront tout le temps, vous ne pouvez pas lutter, c'est la respiration. Et la respiration, mais en fait, c'est d'une simplicité extrême. Et je ne sais pas encore pourquoi, on ne me l'a pas appris à l'école, on ne me l'a pas appris. C'est vraiment quelque chose qui est révolutionnaire. Je vais vous donner des exercices. Alors, ne vous inquiétez pas, je pense que la majorité des gens sont chez vous, donc vous pouvez le faire sans vous sentir gêné. Enfin, voilà, moi, je le fais en chambre d'appel et les premiers instants, ou en chambre d'appel ou à l'échauffement, il y avait certains adversaires qui me regardent, mais elle est tarée celle-là, ou qu'est-ce qu'elle fout, qu'est-ce qu'elle glande. Bon, première chose, très bien, si j'ai créé en toi une petite idée que je suis tarée, tu n'es plus sur ta concentration, tu es déjà sur moi. Donc, la respiration, plein d'exercices. On peut déjà commencer un peu à étirer ses narines pour faire en sorte que ses narines soient plus grandes. Je ne vous vois pas, mais si vous le faites, tant mieux, hein, c'est quand même plus sympa. Il faut imaginer donc, qu'on a au niveau du bassin, comme s'il y avait un jet d'eau qui montait tout en haut là, comme s'il y avait un jet d'eau. Donc, ce jet d'eau permet de nous tenir droit. Et en haut de ce jet d'eau, imaginez une balle de ping-pong. Vous voyez une balle de ping-pong qu'on aura à peu près au niveau de la glotte. Oui, Charlotte. Oui, il y a quelqu'un qui va intervenir? Je continue. Donc, du coup, une balle de ping-pong sur ce jet d'eau. Notre objectif, c'est justement de faire en sorte que cette balle, elle tienne correctement. Et donc, on va respirer. La première chose, c'est une respiration ventrale. C'est à vous de maîtriser, parce que quand on respire, tout de suite, on va penser à respirer par les poumons. Non, là, vous allez placer votre respiration au niveau du ventre. Et ça va vraiment être une conversation avec votre corps. Il y a plein d'expressions qui le disent. J'en ai plein le dos. Ou lui, il a les reins solides. Eh bien oui, ce dos-là, souvent, c'est un peu le mal de l'année, le mal du siècle, ce mal de dos. C'est à nous d'apprendre à respirer aussi avec notre dos. Placez votre respiration dans votre dos. Ça peut paraître fou, mais moi, avant un match, je le fais. J'essaye de mettre la respiration un peu partout, et notamment dans mon dos. Je sais que je vais avoir beaucoup de force là-dedans. Et bien, c'est à moi de placer la respiration dans mon dos. Donc, ça, c'est vraiment la base. Se tenir droit, respirer par le ventre, être capable de respirer par le dos. Et après, il y a plusieurs types de respiration. Il y a la respiration, moi j'appelle ça, c'est la respiration d'activation. C'est juste avant de rentrer un match ou par exemple si vous avez une réunion importante, la respiration d'activation, hyper intéressant. C'est-à-dire que imaginez comme si vous aviez une bougie devant vous et que vous l'éteignez par vos narines. Donc vous prenez une inspiration. Vous pouvez le faire, hein. J'espère que vous le faites tous chez vous, que je ne suis pas toute seule, par le ventre, par le dos. Et après, j'ai la bougie devant moi et je vais l'expirer par le nez. Je vais l'éteindre à plusieurs reprises. Donc ça va donner ça. Comme si j'éteignais. Et je peux le faire 10, 15, 20 fois. Et je peux vous assurer qu'il y a une chaleur qui arrive dans mon corps avant de rentrer sur un match. Alors oui, je peux paraître ridicule. Elle se dit, mais elle fait quoi à côté de moi? Elle se mouche ou qu'est-ce qu'elle glande? Eh bien, pas de problème. J'arrive sur la piste, je suis un lion. Je suis concentrée, je suis activée. Et je ne suis pas en train de me dire, oh, ça va être chaud. Non, je suis sur l'instant présent. Il y a pas... La respiration, c'est la seule chose qui va vous resituer, vous reconnecter à votre corps. C'est vraiment l'outil le plus important et la machine la plus importante que vous pouvez avoir avec vous. Et notre respiration, ça va permettre de rééquilibrer un peu vos énergies. Je pense que ça nous arrive à tous. Des fois, on est stressé. Des fois, on est un peu plus fatigué. Ou des fois... Qu'importe, on a tous des émotions qu'on a des fois, on a des fois du mal à gérer. Ça s'appelle la respiration alternée. Donc, c'est-à-dire que vous allez inspirer par la narine droite, par exemple. Donc, en bloquant la narine gauche, j'inspire et puis j'alterne. J'expire par la narine gauche. Je réinspire par la narine et après j'expire. Vous bloquez votre nez tout simplement comme ça. Ça s'appelle la respiration alternée. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Je ne sais pas si vous utilisez déjà toutes ces techniques-là. N'hésitez pas à réagir, hein, si vous avez des questions sur la respiration alternée. Donc, j'inspire, puis j'expire. À chaque fois, on change. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça m'arrive en échauffement. On est très tôt le matin, j'arrive sur une compétition et mon cerveau, là, il va me raconter des histoires. Voilà, exercice de respiration fait en yoga, Sophie. Exactement. Yoga. En fait, j'invente rien, évidemment. C'est toutes ces techniques-là qui... malheureusement, parfois, souffre en pilates, en yoga, voilà, exercice, exactement.
On croit que ça va être un peu un côté un peu spirituel, un peu, c'est pas pour moi, parce que moi j'étais comme ça quand j'ai commencé à respirer, à méditer. Je dis, oh, je suis plutôt moi, je préfère quand c'est un peu bagarreur. Bah non, en fait, j'ai repris le contrôle quand j'ai compris que je pouvais respirer, que je pouvais maîtriser un peu ces éléments, parce que quand on arrive en compétition, il n'y a rien qu'on peut maîtriser. On ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas quelle va être la météo, on ne sait même pas dans quel état on va être, on ne sait même pas quel arbitre on va avoir, on ne sait pas dans quelle forme seront nos entraîneurs. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est nous, c'est notre corps, c'est notre respiration. Et ça vaut déjà énormément de choses d'avoir cette connexion qui est activée. La chose aussi dont je voulais vous parler, cohérence cardiaque. Oui, cohérence cardiaque, c'est aussi très intéressant. C'est Sreno qui nous parle de la cohérence cardiaque. C'est souvent des grands mots et pourtant c'est d'une simplicité extrême. La cohérence cardiaque, ça va être respirer sur 4 temps, puis faire une pause, expirer sur 4 temps et refaire une pause. Et là où je voulais aussi en venir, et c'est très important parce que je ne veux pas être la personne qui va vous saouler de conseils et vous donner des vérités absolues, tout ça. Je crois énormément au libre arbitre. Moi, ce qui a vraiment changé ma vie, ça a été de respirer, ça a été de me rendre compte que oui, je pouvais faire des grandes choses, que même si mon cerveau avait tendance à créer des scénarios, à avoir des croyances, des certitudes, à avoir des émotions parfois farfelues, il y avait une chose qui était aussi très importante, c'était la notion de libre arbitre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, c'est la respiration qui me sauve et qui me permet, si j'ai été championne du monde, c'est parce que j'ai respiré, je me suis concentrée, j'ai énormément travaillé ma technique et ma tactique, mais à gros niveau, en grandes échéances, la vraie différence, elle se fait dans votre tronche. Ça veut dire que sur les 100, 150 personnes, niveau technique, tactique, on se vaut. Par contre, avoir cette lucidité, cet esprit espiègle, cette malice, ça se joue vraiment dans notre tête, dans notre corps. Et clairement, la respiration, ça m'a aidé. Et là, pourquoi je voulais vous parler du libre arbitre, c'est que peut-être vous, ce sera autre chose. Peut-être vous, ce sera, moi, j'ai besoin d'une heure de footing, moi, j'ai besoin d'une heure de bricolage, une heure de cuisine, une heure de ce que vous voulez. Mais c'est aussi quelque chose qu'on ne nous apprend pas beaucoup, c'est à comprendre son mode de fonctionnement, son propre mode de fonctionnement, comprendre sa conversation avec soi-même. Moi, je parle à mes collègues, je peux leur dire, moi, je médite, je fais du yoga. Elles vont dire, ouais, moi, ça ne m'intéresse pas. Très bien, parce qu'on est tous différents. Il n'y a pas un calque. C'est juste que quand on cherche son propre mode, quand on rentre en fonctionnement avec nous, il y a vraiment des choses passionnantes. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, j'apprends des techniques sur mon escrime. J'apprends des techniques pour être une meilleure athlète, une meilleure femme, une meilleure sportive, une meilleure coéquipière. Et ça me fait vraiment progresser. Je viens d'avoir 30 ans, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'escrime. Et rien que hier, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais senti. Parce que j'éveille ce libre arbitre, j'éveille cette curiosité, cette envie de progresser. Et moi, clairement, oui, je le redis, mais c'est clairement la respiration qui a changé ma vie, quoi. Au début, j'ai commencé en parlant du lâcher-prise, et c'est souvent aussi un peu pareil. Je ne sais pas dans quel état aussi aujourd'hui vous êtes émotionnel. C'est une période difficile. Bon, c'est pour tout le monde. Qu'importe vos objectifs personnels, professionnels, on n'était pas prêt, on n'était pas préparé, on ne savait pas du tout où ça allait en être. Et chacun gère ça comme il veut, comme il peut, parce que en fonction de sa famille, on n'est pas entouré pareil. Donc là, encore une fois, le libre arbitre est au cœur de la chose. Se remettre dans l'instant présent, c'est au cœur de la chose. Nous, si je refais un point sur ma situation, on était préparés pour aller aux Jeux Olympiques. En mars, on venait de qualifier l'équipe de France, donc il nous restait quelques mois pour y aller. C'est comme si vous couriez un peu un marathon et que ça fait longtemps qu'on courait le marathon, on était un peu au bout, on voyait la ligne droite, vous voyez, il nous restait quelques mètres, on va dire 100 mètres à courir. Et là, d'un coup, quelqu'un vous dit, en fait, on s'est trompé, c'est plus 100 mètres qu'il reste à courir, les Jeux sont annulés, tu refais un marathon, quoi. Et tout le monde repart de zéro, donc ça a été dur, mais je remets rien en cause, chacun a sa souffrance. Enfin, ça a été dur, mais c'est que du sport, évidemment. Il y a une vraie phase d'acceptation. Et ça, je pense que c'est pareil dans tous les objectifs qu'on va rencontrer dans notre vie. Il y a une vraie phase d'acceptation.
Et ça prendra le temps que ça prendra. Quand je parle de phase d'acceptation, ça arrive dans tous les domaines. Moi, quand je suis dans un match d'escrime et que mon adversaire elle est plus forte que moi, ou que je me réveille et que je sens que je suis physiquement, je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne suis pas en forme. Je pense que ça nous arrive à tous. Il y a des jours où on arrive, on est lucide, on envoie des mails à la seconde, tout est clair, c'est poétique, c'est magique, c'est fluide. Il y a des jours, c'est fluide. On a tous connu ça, mais il y a des jours, c'est moins fluide. Et bien, cette phase d'acceptation, elle est primordiale. Parce que vous avez deux solutions. Soit vous vous flagellez, ça arrive en match. La fille, elle est plus forte que moi. Elle est plus forte que moi. Elle est plus maligne. Elle est plus percutante. Tout se passe bien pour elle. Soit je me flagelle en mode c'est trop dur, oh là là. 2 minutes après, je suis sous la douche. C'est évident. 2 minutes après, je suis sous la douche. Soit donc je me flagelle, ou soit j'accepte. Ok, tu es plus forte que moi. Ok, on est en train de vivre une période difficile. Ok, là, je suis fatiguée. Franchement, ce matin, je me réveille, je suis fatiguée. Et cette phase d'acceptation, elle est indispensable parce que quand il y a une douleur, là, la situation sanitaire, une fatigue particulière, une émotion particulière, une adversaire plus forte, un arbitre qui ne vous aime pas, des milliards de choses qui peuvent arriver, qui vous contrarient, il y a cette phase d'acceptation. Et cette phase d'acceptation de se dire, ok, la situation elle est comme ça, vous permet en fait à cette douleur de ne pas rajouter de la souffrance. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une douleur, et ça, c'est tellement personnel. Personne ne peut juger de votre douleur, mais c'est à nous d'être assez malin, encore une fois, de connaître son corps pour ne pas y ajouter de la souffrance. La souffrance, ça va être de se rabâcher, oh non, je ne vais pas y arriver, ou non, c'est chaud, ou oh, mais t'as vu lui, ou t'as vu elle m'aide pas, ou lui. Non, on ne peut pas contrôler ce que font les autres, on ne peut pas contrôler ce que racontent les spécialistes, on ne peut pas raconter ce que va me dire l'arbitre. Ouais, je vois bien que je l'énerve, je vois bien que mon adversaire... Non, j'ai aucune maîtrise sur ce que tu es en train de faire. La seule chose que je peux maîtriser, c'est moi, c'est mon corps, de le mettre en disponibilité, d'apprendre à respirer avec lui. Et clairement ça change un match. Je me rappelle encore, on est au championnat du monde en 2015. J'ai face à moi la championne du monde. Oui, il y a quelqu'un qui... Hein? Pardon, je crois que quelqu'un voulait parler. N'hésitez pas. Hein. J'ai l'impression de faire un monologue devant vous, mais n'hésitez vraiment pas à me couper. Je me rappelle, je reviens à cet exemple d'acceptation, où je fais un match, c'est la référence. Numéro 1 mondial, ukrainienne, Olga Karalan. Je suis en 8e de finale des championnats du monde. Je mène 8-5 et je tire très très bien. Le match, c'est en 15 points. Il y a une pause à 8. Une pause d'une minute où on va chacun de notre côté prendre des informations avec notre entraîneur. Et là, je la revois encore se remettre en garde, mais une tueuse, une machine. C'était plus une athlète qui était en train de douter face à mon jeu un peu original, c'était une tueuse. Elle s'est mise en garde, mais je l'ai vu, il y a un côté instinct animal. Je me suis dit, mais là, c'est plus un petit chat que j'ai en face de moi, c'est bien la numéro mondiale, c'est le tigre. Et là, dans mon cerveau, c'est mis à se dire, ouh, ça va être chaud, ouh là là. Et en effet, elle avait un niveau. Encore aujourd'hui, je n'ai jamais ressenti quelqu'un qui avait un niveau comme ça. Il y a 8-5 pour moi. Je pense que j'ai le temps de cligner des yeux. Il y a 18 pour elle. C'est-à-dire qu'elle m'a mis 5-0 sans que j'ai pu dire mon nom, sans que j'ai pu dire attendez, elle m'a mis dans les cordes, clairement comme un boxeur. Et là, c'est toutes ces techniques de méditation, de respiration, d'acceptation. La situation, elle est comme ça. J'ai en face de moi la référence. Je suis sur une piste mondiale. En fait, au-delà de cette panique, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. C'est ce challenge-là. Ok. Est-ce que je peux faire mieux? Oui. Est-ce que je peux être encore plus agressive? Est-ce que je peux être encore plus pertinente, encore plus maligne? Oui. Comment? Ben, je respire. Comment est-ce que Ok, là, je vais faire ça. Et je vais faire cette action, je vais attaquer de cette manière-là, et je vais le faire à fond. Et même si je suis touchée, et même si j'ai perdu, mais au moins, je suis en accord avec moi et je vais au bout de ma logique, au bout de ma détermination. Et ce match, je l'ai gagné 15-11. Donc, c'est-à-dire que ça a été comme un yo-yo, elle a remonté et puis finalement, j'ai fini par gagner. Et ça va vite, hein, ça va très, très vite. Mais on retrouve ça un peu partout. On retrouve ça avant une réunion, on retrouve tout ça dans la relation avec les autres. C'est vraiment indispensable, cette phase d'acceptation. Et ça passe, selon moi, par une bonne connaissance de son corps, par de la respiration. Voilà.
J'ai peur de faire long, j'ai peur de vous perdre. N'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment à me couper la parole. Je vais continuer. Sur la notion donc, de libre arbitre, j'aimerais bien connaître aussi vos particularités qui font que vous savez que vous fonctionnez comme ça. Et que même si votre voisin ne fonctionne pas comme ça, vous savez que ça vous fait du bien. Moi, je suis arrivée à l'entraînement et j'ai demandé à mes entraîneurs de sourire parce que ça me faisait un bien fou, alors qu'on est en match, alors qu'on est aux Jeux Olympiques, alors qu'on est dans des endroits qui font parfois un peu peur. Le sourire, quand je suis arrivée avec mes entraîneurs, ça a été mon truc. Je leur ai dit, j'ai envie de vous voir sourire, quoi. Je sais qu'il y a de la pression, je sais qu'on essaie de qualifier l'équipe de France aux Jeux Olympiques, mais honnêtement, on n'essaie pas de trouver le vaccin pour le coronavirus, on n'essaie pas de trouver le remède pour Alzheimer. Voilà, quoi. Je tiens juste un sabre et ce sourire-là, de le remettre au cœur du projet. Au début, ils ont un peu tiqué, ils ont dit, mais en fait, après, avec le temps, ils ont réussi à comprendre et ça a vraiment changé. Cette notion de libre arbitre, elle est vraiment à creuser. Quand chacun a trouvé son mode de fonctionnement, c'est passionnant. Quel est le déclic à 25 ans qui t'a fait découvrir la respiration? C'est ma préparatrice mentale qui m'a dit, on est 1 an avant les championnats du monde, qui m'a dit ça te plairait, je pense, de faire un peu de méditation. Je me suis demandé, m'asseoir sur une chaise, ne rien faire. Je l'ai dit, je dis, tu me connais pas très bien. Franchement, méditer, c'est pas pour moi, quoi. Et bon, je me suis quand même rendu compte que j'avais tendance à taper la tête contre le mur et que si le mur ne cédait pas, je continuais. Et la méditation m'a permis de me rendre compte que des fois, il y a des fenêtres ouvertes, il y a des portes à côté, il y a des choses plus simples. On peut être avec soi plus doux, plus gentil, plus bienveillant. Et ça a vraiment changé ma relation et ça a été grâce vraiment à ma préparatrice mentale, qui m'a finalement me connaissait mieux que moi et qui a été plus mature en tout cas. Et ça a été un conseil qui me tient encore aujourd'hui. Si je suis passée, vraiment, si on parle en termes de résultats, je plafonnais au 40e rang mondial et elle m'a fait découvrir la préparation, enfin la méditation. Je suis passée en top 5 l'année qui suivait, donc ça a vraiment été assez bluffant. Ah, merci, c'est gentil. Qu'est-ce qui vous a fait choisir l'escrime aussi jeune? C'est beaucoup de chance. J'avais 7 ans et je voulais faire de l'escalade. J'étais très sportive, très touche à tout. Il y avait plus de place dans le club. Et en fait, ma mère avait vu, on est en 96, les jeux à la télé. Elle avait vu l'escrime et elle a dit je trouve que tu as le look pour faire de l'escrime. Donc à 7 ans, on ne sait pas forcément ce que c'est un look, on ne sait pas forcément non plus ce que c'est l'escrime. Mais voilà, ça a été l'instinct maternel qui a fait que j'ai eu la bonne pioche, quoi. Je suis arrivée dans le sabre et je me suis lancée tout de suite et c'était parfait. Ouais, c'est gentil. Est-ce que ton approche mentale est différente selon… Ah ouais, très bonne question. Alors, je vais juste mettre mon chargeur parce que j'ai peur de vous perdre. J'arrête. Hop, c'est bon, je suis là. Alors, c'est vrai que l'escrime, c'est soit un sport individuel, donc on est à peu près en Coupe du Monde, c'est assez simple, on est en Coupe du Monde le samedi, donc c'est-à-dire Coupe du Monde individuelle, où on est tout seul, on se retrouve avec 200 personnes, et dès le lendemain matin, il faut switcher sur une épreuve par équipe si vous êtes qualifié avec l'équipe de France. Donc là, ça concerne que 4 athlètes. Il faut clairement avoir un esprit un peu schizophrène, c'est-à-dire que la veille, vous êtes tout seul dans votre routine, dans votre préparation. Vous ne pouvez pas trop demander de l'aide à vos collègues, normal, parce que chacun essaie de gérer son projet. Et 24 heures après, vous switchez sur un projet par équipe. Moi, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère à des années-lumière de l'épreuve individuelle. Évidemment, c'est beau quand vous arrivez à gagner tout seul. Mais quand vous vous réveillez d'un matin de compétition par équipe, tout est différent. C'est-à-dire que dès votre petit déjeuner, c'est différent. Vous prenez votre petit déjeuner avec vos collègues, c'est différent. Il y a un fluide entre vous qui est différent. Parce que l'essentiel, c'est qu'on a défini un projet commun. Et ça fait déplacer des montagnes. C'est-à-dire qu'on sait où et comment on veut arriver à notre objectif. Où, c'est gagner, évidemment. Ça, c'est ça. Par contre, comment? Avec le temps, on a appris justement cette notion de sourire. On en a beaucoup parlé avec mes collègues. On est des guerrières. Ça, c'est assez inné. On n'a pas besoin de l'activer. En tout cas, on sait qu'on va vouloir se battre, s'arracher, mordre s'il faut mordre, mais en tout cas se battre, suer, avoir du sang dans la bouche, ça, il n'y aura pas de problème. Par contre, avoir cette malice, ce sourire, ce recul, cette respiration,
c'est parfois un peu moins inné. Et c'est justement ça, on en a beaucoup parlé avec mon équipe. Quand vous tirez, c'est faire de l'escrime sur une piste, la pression, elle est vraiment plus lourde par équipe. Parce que quand vous vous retournez, vous avez aussi l'avenir de tous vos collègues qui sont là. Donc, c'est plus dur. C'est plus dur mentalement. Quand vous devez apporter les dernières touches, c'est aussi plus dur parce que l'athlète en face, elle a aussi la pression de ses autres collègues. Donc, l'ambiance, l'atmosphère, ça se sent, c'est plus tendu, c'est plus… Mais que quand ça se passe bien, vous avez un torrent d'émotions qui vient vers vous, vous avez vos collègues qui vous sautent dessus, tout est démultiplié. Le sac à dos, oui, il est plus lourd, mais que quand c'est la victoire ou quand, quoi qu'il arrive, les émotions, elles sont décuplées. Donc, sans hésiter une seule seconde, je préfère vraiment les épreuves par équipe. Comment identifiez-vous les faiblesses de vos concurrents et comment vous préparez-vous compte tenu des faiblesses identifiées? Alors, on fait beaucoup d'analyses vidéo. C'est pas ma spécialité. Je me rends compte que la nouvelle génération est beaucoup plus précise dans ses détails techniques d'analyse vidéo. On se rend compte qu'on a tous, et que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, on a tous des préférences, des choses qu'on préfère faire, et qu'en situation d'urgence, on va se tourner vers ces choses-là. Et à l'escrime, ça se définit par exemple une cible. Les filles qui, en situation d'urgence, elles vont toujours vous toucher au même endroit. Et ça se travaille en fait. C'est-à-dire que, ok, quand ce sera dur, quand ce sera chaud, à 12-12, quand on s'approche de 15, c'est qu'elle adore me toucher au ventre. Elle adore me toucher au ventre. C'est-à-dire que vous mettez en garde, vous essayez de faire votre routine. Ok, je respire. Ok, là j'ai touché. Ok, je suis dans l'instant présent. Je me mets sur ma ligne de mise en garde. Je suis prête. Là, je suis ok. Je mets de la malice. Elle va me toucher au ventre tout à l'heure en situation d'urgence. Donc, et c'est de la routine en fait, c'est de la concentration. Il se passe peut-être que 3 secondes, et c'est là aussi où je parle de la magie du corps, c'est que le cerveau, il a le temps d'analyser des choses incroyables. Ça va vite, hein, mais il a le temps de se dire, ok, à un moment donné, je sais qu'elle viendra au ventre et je devrais faire la parade au bon moment. Tout est une notion, comme en musique, c'est comme en musique, tout est une notion de tempo des fois. Qu'est-ce que t'apporte l'équipe au quotidien? Il y a évidemment une notion de drogue où je suis droguée à l'adrénaline et je le reconnais, hein, j'essaie de me soigner, mais bon, on est tous drogués à quelque chose. Moi, je pense qu'il y a vraiment de ça. Quand elles me regardent ou quand elles attendent que je finisse, parce qu'un match, c'est plein de relais successifs où chacun va rentrer en piste les unes après les autres, il y a quelque chose de fort parce que même si on n'est pas obligé, c'est pareil avec je ressens ça aussi avec les collègues de travail, on n'est pas obligé, c'est pas mes frères ou c'est pas mes meilleurs amis, c'est pas mes parents, c'est pas mes sœurs, voilà, c'est pas des gens avec qui je partirai en vacances, voilà, clairement, c'est pas des gens intimes. Par contre, quand je suis avec elles, le matin du petit déjeuner, le journée d'une compétition, en stage, en préparation, le jour de la compétition de A à Z, le soir qu'on est perdu ou qu'on est gagné, il y a une notion d'intimité. En fait, le fait qu'on ait cet objectif commun, qu'on soit tourné vers le même objectif, malgré qu'on soit tellement différentes, fait que quand on gagne, ou quand c'est difficile, ou quand on a besoin d'évacuer les choses, on se prend dans les bras, où il y a cette intimité qui est unique. Juste parce qu'on a vraiment défini un objectif commun. Et ça fait soulever des montagnes. C'est-à-dire que vous savez que la personne qui est à côté de vous, même si elle, je sais pas, elle adore la télé-réalité, alors que vous aimez les plus grandes œuvres littéraires, il y a vraiment des personnalités très différentes. Le fait qu'à un moment donné, vos bateaux ils se réunissent avec cet objectif commun, oh là là, vous déplacez des montagnes. Et c'est que de la communication. Parce que des fois, elles vont avoir des comportements qui vont vous dire, mais attends, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle a cette attitude agressive? Si à la base, vous avez défini une identité commune, de savoir, nous, l'identité commune, c'est qu'on se battra, mais coûte que coûte. Jusqu'à tomber, jusqu'à saigner, jusqu'à se blesser, on se battra. On y mettra de la malice. Et l'objectif commun, évidemment, c'est les Jeux Olympiques, les championnats du monde. Ça, c'est assez facile. Mais le savoir qu'on a défini ça, à côté de ça, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Quand on se retrouve sur la piste, on sait qu'on ne forme plus qu'une équipe. Et c'est pas quelque chose que vous trouvez dans les livres ou c'est quelque chose dans l'air. C'est quelque chose de… Voilà, je pense que si vous faites du sport ou en entreprise, si vous avez des collègues avec qui vous avez trouvé cette fluidité, voilà. Il y a des fois, il y a besoin de peu de mots. J'en donne beaucoup, mais c'est assez fluide, tout simplement. Cette fluidité, elle se passe…
avec énormément de communication. On n'a pas gagné du jour au lendemain avec mon équipe. Ça nous a fallu, on a dû se construire comme tout le monde en fait. Quels sont les gens qui t'ont inspiré dans ton parcours de réussite? Il y a évidemment beaucoup de sportifs. Tout à l'heure, vous parlez de Brice Guyart. Et c'est vrai que si vous avez l'occasion de voir des images de lui à Athènes, quand il gagne les Jeux Olympiques, il a cette hauteur, il est présent, il est totalement présent à cet événement, mais il n'en fait pas trop. Il a une justesse, une certaine même poésie, à trouver la cible juste, à trouver l'instant présent parfaitement. Il n'est pas en démonstration de force, il est simplement connecté à son corps, à son adversaire, avec dans les yeux, il a une détermination extrême. Mais si vous avez l'occasion de taper des images de Brice Guyart, clairement, son attitude, son relâchement, c'est quelque chose de bluffant. Les plus grands sportifs, quand on pense, j'ai peur de vous parler trop de sport si vous n'aimez pas le sport, mais si je vous parle peut-être d'un Roger Federer, d'un Tiger Woods, même si on parle de foot, d'un Lionel Messi, c'est des gens qui ont vraiment un relâchement, une fluidité et qui arrivent avec énormément quand on a de la maîtrise, quand on a répété énormément. Et finalement, tout ce qui est simple, la simplicité, c'est la sophistication suprême. C'était De Vinci qui disait ça et c'est vrai que je trouve que c'est beau parce que c'est souvent un geste simple, fluide, pur. Moi, ça me transcende assez facilement. Moi, j'ai une question pour vous, Cécilia. En fait, dans ma mission de DRH, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est faire grandir les collaborateurs de l'entreprise et de l'équipe, puisque bon, on est une très très grosse équipe, mais on est tous une équipe. Et en fait, je crois profondément que lorsque on décline des parcours de formation dans l'entreprise, le fait de donner de la technique ou de la connaissance ne suffit pas à faire grandir et à faire intégrer justement cette nouveauté ou ces connaissances ou cet objectif, et qu'il est nécessaire d'être accompagné par un coach, par un préparateur, par quelqu'un qui est à côté de vous pour vous renvoyer un miroir et vous aider à passer les caps de la résistance, de la peur, etc. Donc, je me suis beaucoup inspirée du sport pour faire ça, mais est-ce que vous pensez que c'est la bonne approche? Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment aider les gens à bien intégrer ce qu'on leur apprend et à bouger leur ligne? Complètement, parce que en fait, la chance d'avoir quelqu'un en extérieur, ça permet de verbaliser des choses qu'on a du mal à dire en direct, en face à face. Ça permet d'avoir aussi un avis extérieur, d'avoir quelqu'un complètement externe qui ne connaît pas l'intimité, les relations. C'est phénoménal. Nous, on a eu quelqu'un qui est venu nous aider avant les Jeux de Rio parce qu'on avait du mal à se comprendre, parce que même avec les entraîneurs, c'est des managers, on avait parfois du mal à se confier à eux, à leur dire des fois j'ai peur, des fois j'ai mal, des fois je sais pas, voilà, leur dire nos faiblesses parce qu'il y avait cette notion de hiérarchie et de passer par cet intermédiaire, ça a fait des miracles. Ça a fait des miracles parce que on ose dire tu vois j'ai peur, et là tu vas réussir à verbaliser notre pensée, à traduire. C'est comme un traducteur, quoi. Des fois on n'a pas les mêmes leviers et même des fois nous, le fait d'exprimer devant quelques personnes, on verbalise différemment. Il y avait des choses, et des fois en fait on en fait des montagnes pour des choses qui sont simples à régler en un clin d'œil. Il y avait un exemple assez récent, j'étais gênée par certaines personnes qui arrivaient dans le groupe et qui ne disaient pas bonjour. Chacun a sa sensibilité. Enfin, je ne veux pas de jugement d'un côté ou de l'autre. Enfin, vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, mais moi, ça me gênait qu'on rentre et que je dis on va s'entraîner ensemble. Je veux pas que tu me fasses la bise et qu'on se fasse un câlin, mais au moins que je t'ai vu, donc bonjour. Et donc ça me gênait, je le prenais personnellement. Et j'ai osé une fois le dire. Et en fait, l'athlète, elle disait ah mais c'est parce que j'ose pas parler devant tout le monde, dire un bonjour. Ah, en fait, c'était de la timidité. Et dans mon référentiel, ça ne pouvait pas. Et en fait, il y avait quelques cassures comme ça. Et en fait, en 5 secondes, et j'ai senti qu'elle était touchée, que je sois vexée et que voilà, c'est la communication.
On ne peut pas trop parler, on ne peut pas trop communiquer. Ça casse des barrières, ça casse des croyances qu'on s'est créées dans notre esprit et ça fait des miracles, quoi. On comprend l'autre, c'est bluffant. Cette équipe, quand on la comprend, quand on sait comment elle va réagir, quand on sait ce dont elle a besoin, une de mes collègues, si je sais que le matin, je dois la stimuler comme ça, de cette façon-là, parce qu'on a parlé, parce que j'ai vu comment elle réagissait. Il y a évidemment de l'expérience, il y a de l'analyse, mais c'est qu'en parlant avec elle, qu'en regardant quel est ton mode de fonctionnement. Et c'est génial, quoi. C'est génial parce qu'on se sent utile, on sent qu'on crée une maison ensemble. Et ça déplace des montagnes. On peut être le plus beau, le plus fort, le plus puissant, s'il n'y a pas cette alchimie au départ qui est assez facile, juste en parlant. C'est ça qui nous vraiment... qui des fois, pourquoi on voit des athlètes, des équipes qui sont pas aussi fortes que ça techniquement, mais qui ce jour-là arrivent parce qu'elles ont créé cette alchimie, quoi. Et c'est des petits détails des fois. Et une autre question, je crois beaucoup au fait que quand on a du plaisir à faire ce que l'on fait et on a du plaisir, et ça vous venez de très bien l'expliquer, d'être avec les personnes qui nous entourent, sans pour autant effectivement partir en vacances avec eux, mais quand le plaisir est là et que ça porte quelqu'un, je trouve que les gens sont capables de faire des choses extraordinaires. Est-ce que vous ressentez ça également quand vous faites votre sport ou quand vous le pratiquez, quand vous vous entraînez? Complètement, et ça rejoint aussi la question de Jean Hérisson qui dit est-ce que je trouve encore de l'amusement dans mon sport après 23 ans. C'est vrai que, en fait, ce qui me bluffe, c'est que j'apprends encore. C'est que j'apprends encore. Je vais pas vous mentir, j'ai des athlètes qui arrivent à l'entraînement et qui oh, ce matin, j'ai pas envie, oh là là, ça me saoule. Bah, en fait, des fois, je leur dis, mais rentre chez toi, viens pas, en fait, parce que c'est normal d'avoir des moments de coup de blues ou ça, mais forcément, même ces athlètes-là, quand on cherche, même quand c'est dur, des fois, il y a des séances, je ne peux plus mettre un pied devant l'autre. Je suis cramée, j'en prends plein la tête. Juste, toujours cette notion d'acceptation, de respiration. Si je me dis, à la fin, quand je suis sous la douche, je me dis, j'ai quand même appris quelque chose, quoi. J'ai quand même réussi à un moment donné à avoir cette bulle d'air. J'ai quand même réussi à la feinter, réussi à m'en sortir alors que clairement, j'étais cramée, quoi. Et ça apporte en nous cet épanouissement, quoi, se dire que c'est possible, quoi. Et j'apprends, ça va être sur des musiques, sur des feintes, sur des trajectoires de l'âme. J'en parlais avec mon conjoint, je dis, mais il me dit, oh, aujourd'hui, j'ai pas très envie, quoi. C'est pas très marrant ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et en fait, forcément, des fois, il nous faut que 5 minutes de mise en action, vraiment 5 minutes pour se dire, allez, là, j'ai la flemme ou je suis fatiguée. Et après ces 5 minutes, soit j'arrête ou soit je continue parce que je me suis lancée. Et en fait, finalement, je me suis lancée sur ces 5 minutes et waouh, en fait, je suis capable de faire ça, quoi. Je pensais que j'étais fatiguée ou je pensais que j'avais pas d'esprit, que j'étais pas connectée aujourd'hui. Ah ouais, en fait, je suis capable. Et c'est cette, je sais pas si on peut dire rigueur, mais c'est en tout cas cette capacité que j'ai à me lancer sur 5 minutes et qu'après, je vois. Et ça marche vraiment bien. Des fois, j'ai la flemme, hein. J'ai la flemme d'aller courir, de pousser de la muscu, bon, ça ne m'amuse pas tant que ça. Je me dis, allez, lance-toi 5 minutes. Et en fait, après, votre corps, il est capable, quoi. Il a besoin de ce mouvement, cet allant. Et ça fait vraiment la différence. Et je m'amuse continuellement. C'est-à-dire que, bon, quand je perds et que je prends des coups, mais je me dis, OK, la prochaine fois, ça, j'ai été piégée comme ça la prochaine fois. Et puis la prochaine fois arrive, ah ouais, c'était ça la solution. Et donc, c'est pour ça que ça m'amuse, en fait. C'est que je me vois pas forcément gagner, mais je me vois grandir, quoi. Je me vois encore aujourd'hui, même si je me rends bien compte que j'ai vieilli, mais mon corps, il est bien plus fort que quand j'avais 20 ans. Parce je me connais mieux, je sais mieux me gérer, j'ai plus d'expérience. Les filles aujourd'hui, dans le top, elles ont plus 20 ans, 20, 25 ans au niveau français. Il y a des plus âgés que moi, mais je me sens vraiment plus forte que quand j'avais 20 ans, c'est clair, hein. Il nous reste 5 minutes, Cécilia. On prend encore une question. Ok, alors il y en a plusieurs. Je vais essayer comment différentes méthodes de préparation mentale. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti rapidement ou tu as fait du temps pour te sentir ça a été vraiment à chaque fois des essais. Pour savoir quelle méthode de préparation mentale, ça a été des essais. Ce qui marche très bien, c'est la visualisation.
que vous soyez blessé ou fatigué, c'est quand vous fermez les yeux et vous vous imaginez réussir, vous vous imaginez gravir un échelon, vous vous imaginez, si vous êtes malade, aller mieux. La visualisation, mais je vous le conseille. C'est assez incroyable ce que ça peut faire. Je lis, hein, je finis comme ça les questions, j'ai le temps. Ouais. Je crois comprendre que vous préférez la compétition par équipe. Comment se construit, s'entretient la confiance entre vous? Beaucoup de communication. Et savoir que l'autre, elle lâchera pas le morceau, quoi. Elle lâchera pas le morceau et il y a ce côté patriote, hein, clairement. On a le survêt de France, on arrive, quand on arrive dans le vestiaire, on est ensemble, on crée une bulle, on se touche, vous avez touché un bras, une épaule, voilà, il y a quelque chose de palpable aussi qui est très important. Et avec l'expérience, et puis maintenant l'équipe elle sait, même si c'est une nouvelle qui rentre, il y a une certaine exigence à avoir. On ne lui demande qu'une chose, c'est d'être elle-même et de se donner, quoi. Et même si quelqu'un a peur ou si quelqu'un est chaud, c'est cette continuité à essayer de la mettre bien et c'est vraiment important. Que ce soit en période de confinement ou de blessure, comment gérez-vous cette situation de ne pas pouvoir tirer? Comment passer au-dessus de la frustration, de l'énervement ou du sentiment négatif? Eh bien, il y a eu vraiment, quand l'annulation des Jeux est arrivée, phase d'acceptation, j'ai mis 3 jours j'ai éteint mon téléphone. J'ai éteint mon téléphone parce que j'avais besoin de ça. Je considère aujourd'hui que j'ai bien fait et que je méritais ces 3 jours de coupure pour accepter. Parce que c'est une petite digestion à faire. Enfin, voilà, c'est un petit deuil à faire. C'est peut-être des grands mots que j'utilise qui vous paraissent un peu farfelus, mais c'était l'objectif de ma vie et sportive en tout cas. Et il y a eu 3 jours au moins où j'ai eu besoin de ça. Et après, évidemment, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Et si j'en reviens, j'ai peur de vous saouler avec ça, mais c'est la première chose. Il y a cette douleur qui est là. C'est la condition aujourd'hui. C'est mon travail quotidiennement de ne pas y ajouter de la souffrance. C'est mon travail. Et ça, il y a cette douleur qui est là. Je ne peux pas contrôler. Je ne suis pas médecin. Ce n'est pas moi qui vais vous apporter le vaccin. C'est mon travail de ne pas ajouter de la souffrance en me flagellant, en me disant c'est trop dur, la vie elle est trop injuste. Non. Respirer, instant présent. Curiosité, chercher des nouvelles astuces. Et ça, mais perpétuellement, se mettre en mouvement. Des fois, j'ai la flemme, des fois, je suis là, à quoi bon aller m'entraîner alors que je n'ai pas de compétition? Allez, tu y vas. Si tu en as marre au bout de 5 minutes, tu t'arrêtes. Et au bout de 5 minutes, ah ouais, non, je suis capable. Et en fait, à chaque fois, on pousse les limites. Oh là là, c'est incroyable. Et c'est pareil dans tous les milieux. Des fois, j'ai la flemme de travailler. Pour qu'importe quelle fois, 5 minutes. Ah, mais en fait, j'aime bien. Allez, je me lance. Je suis capable de faire 1 heure. Je ne croyais pas. Il y a 1 heure, j'avais rien envie de faire et là, c'est possible. C'est constamment ce challenge. La dernière question, Cécilia? Oui, pardon. Que peut-on souhaiter pour le futur? Des compétitions, que les compétitions internationales recommencent. C'est vrai que c'est ce que j'attends avec beaucoup de passion. Là, je suis un peu un lion en cage qui essaie de travailler son mental, qui s'entraîne beaucoup, mais je reste un lion en cage. Donc, le jour où les cages vont s'ouvrir, je vous ferai savoir et ce sera bon signe. J'aurai le droit de partir en compétition. Alors, est-ce que si je résume, parce que bon, tu as dit des choses extrêmement profondes, importantes, passionnantes, donc j'espère ne pas déflorer tout ce que tu as dit si je le résume de cette manière. Donc, ce qui est important pour réussir ce qu'on a envie de faire, c'est l'acceptation de la réalité ou de la situation telle qu'elle est, Exactement. pouvoir lâcher prise, définir des objectifs communs avec les personnes qui sont parties prenantes, communiquer et foncer. C'est ça? Ouais, c'est top. Écoute, merci beaucoup. C'était super. Ta fraîcheur, ta passion, ton envie donne envie et ça fait du bien. Ce rayon de soleil dans ces moments compliqués. Un grand merci. Et puis, moi, au nom de tous les Aimers, je te souhaite beaucoup de compétitions et beaucoup de succès et beaucoup de victoires. Ouais, c'est très gentil. Merci beaucoup à vous tous aussi. Je vous souhaite aussi plein de bonnes choses pour la suite de vos échéances, parce que pour vous aussi, j'imagine que ça va être mouvementé. Merci beaucoup. Merci Cécilia. Merci à tous. Merci Cécilia.